Il y a des entrepreneurs qui bâtissent des entreprises, et puis il y a ceux qui changent le cours de l'histoire. Steve Jobs faisait partie de cette catégorie. Aujourd'hui, Apple vaut plusieurs milliers de milliards de dollars. Des centaines de millions de personnes utilisent un iPhone chaque jour, mais derrière cette entreprise se cachait un homme incroyablement complexe, un perfectionniste, un visionnaire, quelqu'un capable d'inspirer autant qu'il pouvait faire souffrir les gens autour de lui, comme Elon Musk, comme Michael Jordan. Et c'est très important de retenir ce que Walter Isaacson a dit vers la fin de sa biographie sur Steve Jobs qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui. Il disait « C'est important de voir Steve Jobs non comme un saint ni un pêcheur. Un pêcheur pas avec sa canne à pêche, là, mais quelqu'un qui connaît des péchés, des genres de mauvais coups. Là. » Donc, ni un saint, ni un pécheur, mais comme un humain complexe et intense, et spirituel dont les forces et les défauts étaient très interconnectés. Les gens sont compliqués, les grands génies sont encore plus compliqués, et Steve Jobs était l'un des génies les plus compliqués de l'ère moderne. Donc sur ce, voici l'histoire de Steve Jobs. Steve Jobs naît en 1955 à San Francisco. Avant même de venir au monde, sa vie est déjà particulière. Ses parents biologiques décident de le faire adopter. Il grandit donc dans une famille modeste, avec Paul et Clara Jobs. Son père, mécanicien, lui apprend très jeune quelque chose qu'il suivra toute sa vie. Lorsque tu construis une clôture, même la partie que personne ne verra doit être parfaite. Très tôt, l'obsession de la qualité est comme incrustée en lui. Plus tard dans les ordinateurs de Steve Jobs, c'est ça qu'il va appliquer. Même les parties qu'on voit pas dans l'ordinateur que le client verra jamais, il veut que ça soit parfait. Il veut que ça soit vraiment en symbiose avec l'ombre de l'appareil, que ça soit beau tout des deux côtés, ok? Puis aussi, dans son quartier, c'est là qu'il a développé un peu ce sens-là parce que le développeur Joseph Eichler, il avait fait un quartier, il a créé un quartier, lui, dans lequel Jobs habitait, qui était simple, intelligent, puis pas cher, puis de la manière que c'était designé, puis que juste la beauté en général, Steve Jobs était impressionné par ça, puis ça l'a marqué aussi. Fait que pour la suite de son histoire, c'est important aussi. À l'école, Steve est brillant, mais insupportable. Il s'ennuie. Heureusement, quelques enseignants voient son potentiel et réussissent à nourrir sa curiosité. Il y a une prof qui réalisait que c'était l'argent qui marchait avec lui. Si dans le fond, elle a donné un 5$ à Steve pour qu'il ramène le cahier de maths complété le lendemain, Steve il allait le faire ça, parce que sinon il allait pas le faire. Puis c'est drôle parce que ça marchait, puis après une couple de mois, Steve il avait plus besoin du 5$ pour le motiver, il voulait juste satisfaire sa professeure. Et entre sa 10e et 11e année à l'école, là, aux États-Unis, c'est pas comme ici, là, au Québec, là, genre le primaire et le secondaire, c'est ensemble. Fait que quand t'arrives au secondaire, t'es comme en 10e, en tout cas, je sais pas, entre sa 10e et 11e année, fait que peut-être, je sais pas moi, 14, 15 ans, peut-être 16 ans. C'est là qu'a commencé la marijuana, puis le LSD. Puis il a aussi commencé à moins cacher son aversion pour l'autorité, fait qu'un peu son inconfort face à l'autorité, qu'il aime pas ça se faire dire quoi faire. Il aime ça faire ses propres choses selon son instinct à lui. C'est vers les 2 dernières années du secondaire que Steve a vraiment commencé à vivre à l'intersection de l'art et des sciences. Il s'amusait autant dans l'électronique que dans la littérature. Il est devenu ami avec Stephen Wozniak. Les deux Steve parviennent à travailler ensemble avec chacun leur rôle clé. Wozniak adore construire des ordinateurs. Jobs adore imaginer comment les vendre. I think the real secret is having good technologists who are very skilled and can create new great things and up on all the latest parts and abilities to use them and think out ways that have never been done before, like me,
and to have somebody like Steve Jobs who wants to have a business and wants to drive a business and make the phone calls and do the paperwork and get other people interested and bring them on board and speak to the public. So that was a really good combination. Ensemble, ils forment une équipe du tonnerre. Ils bricolent des appareils électroniques. Ils construisent même des blue boxes, capables de pirater le réseau téléphonique. Ce n'était pas vraiment légal, mais cette expérience leur montre une chose. Deux jeunes dans un garage peuvent créer quelque chose qui bouleverse un système entier. Après le secondaire, Jobs entre au Collège Reed. Il abandonne après seulement 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il refuse que ses parents dépensent toutes leurs économies pour des cours qui ne l'intéressent pas. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. Il continue pourtant à assister librement aux cours qu'il passionne, notamment la calligraphie. À première vue, cela semble complètement inutile, mais plusieurs années plus tard, cette expérience donnera naissance aux magnifiques polices de caractère du Macintosh. Donc son ou ses cours de calligraphie l'ont vraiment ouvert à l'importance de l'esthétisme. Comme il dit dans le livre, là, mot pour mot, c'était joli, historique, artistiquement subtil d'une façon que la science ne peut capturer et je trouvais ça fascinant. Donc la calligraphie, là, ça l'a révolutionné dans son cerveau. Là. Woo! It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. Après ça, il a commencé à travailler chez Atari, une compagnie de jeux vidéo, parce qu'il voulait se faire de l'argent. Puis je pense, tu sais, il y a une portion dans un des films sur Steve Jobs que tu le vois dans cette compagnie-là, puis là, il fabrique un jeu vidéo, puis là, il est meilleur que tout le monde, puis c'est là que tu vois son caractère qui envoie chier ceux qui sont pas bons, là. Jobs! What are you doing, Steve? He's an idiot. You know, and half the people around here don't know how to design shit. Listen, Steve. You're good. You're damn good. But you're an asshole. Give me my own project. What? Give me my own project. I'll do it on my own. And I'll make the best damn game that you have ever seen. You're serious? Was. Thanks for saving my ass. Of course. This is good. Really good. I know. En tout cas, c'est que son ami, il l'a conseillé d'aller en Asie, pour faire un voyage spirituel, parce que Steve, il était intéressé par ça, il voulait comprendre qui était au fond de lui, puis donc il fallait qu'il amasse de l'argent pour ça. Puis quand il était prêt à partir, il a dit à son boss, je m'en vais trouver mon gourou. Puis son boss, il a dit, no shit, super, écris-moi. Pas fait boss quand même là. Puis dans le fond, Steve il a demandé s'il pouvait se faire payer son voyage. Puis là son boss il a dit mais non, t'es-tu fou toi? Puis là finalement son boss il a réfléchi. Puis il a dit hey, je pourrais l'envoyer à telle manufacture dans le fond en Europe. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que Steve Jobs il est allé en Europe checker je pense que c'était en Allemagne, des manufactures comme qui étaient reliées à Atari, je pense que c'est peut-être là qu'il produisait physiquement les jeux vidéo. Puis là, après ça, Steve il a pris son détour vers l'Asie. Il était vraiment intéressé là, par l'hindouisme puis le mouvement zen-bouddhisme. Fait que le mouvement zen qui était comme très incrusté, je pense, dans le bouddhisme à l'époque. Fait que lui, il était vraiment intéressé par ça. Là. Puis il disait qu'en revenant aux États-Unis, c'était plus un choc culturel pour lui que quand il est allé en Asie. Mot pour mot, là, il dit « Les gens en Inde n'utilisent pas leur cerveau comme nous. Ils utilisent plutôt leur intuition. Et leur intuition est beaucoup plus développée que dans le reste du monde. » Donc le Steve Jobs des années 70 est un drôle de type. Quelqu'un d'unique, un hippie.
Il expérimente les drogues et il recherche la simplicité, l'intuition et l'essentiel, des concepts clés de la philosophie zen. Il est souvent nu-pied, ne prend sa douche que rarement. Il a un régime végétarien strict. 2 livres là, qui l'ont vraiment influencé, c'est Diet for a Small Planet, fait que ça parlait de végétarisme, fait que ça l'a vraiment influencé à adopter une diète végétarisme qui était peut-être pas santé parce que des fois c'était malade là. Il y avait des moments qu'il mangeait juste des carottes pendant genre plusieurs jours, juste ça, ou sinon après ça c'était juste des pommes. Puis tu sais, il y avait des habitudes drôles là, genre et des fois il se mettait les pieds dans un bol de toilette genre pour se calmer, ok, hein, il y a des petits passages bizarres de même dans la biographie, là, que, tu sais, on passe par-dessus parce qu'on pense aux choses qu'il a inventées, puis tu te dis, ok, mais quand tu penses à ces petits moments-là, t'es comme tabarouette, il y avait des drôles habitudes, tu sais, ça devait être drôle de le voir aller nu-pied, les longs cheveux, comme un hippie, puis c'est ça, ses habitudes de nourriture, c'était pas très bon, je pense. Puis aussi un autre livre, c'était Be Here Now, que j'ai acheté sur Amazon, là. Hey, c'est sick comment c'est fait, là, je l'ai pas encore lu, là, j'ai peut-être un peu feuilleté. Mais je pense que c'est vraiment pour déguster le moment présent. Puis I guess que c'est ça qui nourrit ton intuition. Fait que m'a laissé un jour, ça c'est sûr. Aussi, comme Steve Jobs a dit, ceux qui ont inventé le 21e siècle étaient des hippies à sandales et fumeurs de potes de la West Coast qui voyaient les choses autrement. En 1976, Steve Jobs et Steve Wozniak fondent Apple dans le garage des parents de Jobs. Le premier ordinateur est construit presque entièrement à la main. Puis vient l'Apple II. Cette fois, c'est un immense succès. Apple grandit à une vitesse folle. Jobs n'a même pas 30 ans lorsqu'il devient multimillionnaire. Puis arrive le Macintosh. Jobs ne veut pas simplement fabriquer un ordinateur. Il veut créer une expérience. Il exige que tout soit beau, même les composantes cachées à l'intérieur. Les ingénieurs trouvent parfois ces demandes absurdes, mais cette obsession du détail devient la signature d'Apple. Le lancement du Macintosh en 1984 marque l'histoire de la technologie. Pour la première fois, l'ordinateur devient véritablement accessible au grand public. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. You can erase parts of the image using this little thing that looks like a brick. It's supposed to be an eraser, but that's the best I could do. And if you just scrub with it, it kind of eats away. You simply click on the box that you want to format the text according to your desires. We have center justify, right justify, or fill justify, where your margins are fully justified on both sides. What's that? Animation, that's a great word. Software for animation? Andy? Mac is capable of doing some incredible animation, and I'm sure you'll see some amazing animation editors working. Bill Budge is working on some games for Mac that I'm sure will blow your mind. Steve Capps wrote the Alice chess game, which you can see sometimes, which does some amazing 3D animation. You don't happen to have that, do you? No, I've got it. D'où est-ce que le nom Apple est venu? Ok, ben dans le fond, c'est très simple. Hein? Y en a qui peuvent faire toutes sortes de théories, mais dans le livre, c'est marqué tel quel. Ok? Steve, il était sur une diète de fruits. Genre, il mangeait juste des pommes pour plusieurs jours ou plusieurs semaines même. C'est fucking à ce point-là. Là. Et après ça, il revenait du champ de pommes. Puis il trouvait ça drôle, fougueux et non intimidant. Aussi simple que ça. Apple. Une autre étape importante pour Steve Jobs, là, c'était d'engager Mike Markula, qui était un spécialiste du marketing. C'est lui là, qui a vraiment appris à Jobs que recevoir le produit, c'est une expérience. Puis que c'est important de faire une bonne première impression, surtout pour les lancements. C'est ça qui a vraiment
amené Jobs à faire des lancements là, malades. Tu sais, là, tu t'assures que ça soit une ambiance festive, que le monde soit prêt à ça, ils s'attendent à une surprise, genre. Puis toi, t'arrives avec un speech là, flabbergasté. Mike Markula, il a vraiment engrainé ça dans le cerveau de Steve Jobs. Fait que c'était payant, là. Et aussi, pour résumer l'idéologie de Jobs envers ses appareils, ses ordinateurs, dans le fond, l'habileté des humains à créer le vélo leur a permis de se déplacer plus efficacement. Et de la même manière, l'habileté à construire des ordinateurs multiplierait l'efficience de leur cerveau. Fait que c'est de même qu'ils voyaient les ordinateurs, comme vraiment quelque chose qui allait amplifier notre capacité mentale. Mais Steve Jobs possède aussi un côté beaucoup plus sombre. Il est extrêmement exigeant, parfois cruel. The command bar, which by the way takes weeks to program. We're not doing anything that IBM's not already doing. And I would rather gamble on our vision than make a Me Too product. And make something great. Yeah, but we have a hard date on this software, and I'm sorry, but adding pretty fonts is not going to change that. I mean, Bill? If you don't share our enthusiasm and care for the vision of this company. No. It's just I'm not understanding. Get out. What? What are you gonna fire me? No! I already fired you! Why are you still here? Il humilie certains employés, il change d'avis constamment, il pousse les équipes jusqu'à leurs limites. Beaucoup le détestent, beaucoup d'autres disent avoir accompli le meilleur travail de leur vie grâce à lui. Cette capacité à créer ce que certains appelleront un champ de distorsion de la réalité lui permet de convaincre les gens de réaliser ce qu'ils croyaient impossible. C'est quelque chose qui revient souvent là, chez les grands leaders, là, c'est leur capacité à amener les gens vers leur vision, à éveiller des émotions primitives chez eux, chez leurs suiveurs pour qu'ils avancent ensemble vers leur vision. Puis écoute, les ressemblances à Elon Musk puis Michael Jordan, là, c'est vraiment frappant dans le livre, là. Tu sais, c'est toutes des personnes très demandantes. Moi, ça me frappe tout le temps. Je pense tout le temps à Michael Jordan dans le documentaire The Last Dance, quand il dit, genre, gagner a un prix, puis le leadership a un prix. Non, mes chums, ils voulaient pas tout le temps faire le travail qu'on était supposé faire, puis moi, j'ai poussé, puis non, ils aimaient pas tout le temps ça, mais je continuais d'y pousser, parce qu'au final, je faisais ça pour qu'on gagne, je faisais ça pour qu'ensemble, on arrive au sommet, puis qu'après ça, les gars, ils regardent, puis qu'ils soient genre, aïe aïe, c'était un méchant bon capitaine, c'était un méchant bon coéquipier, et il nous a poussé dans le cul quand ça ne tentait pas, mais au final, lui, il voyait, man, genre le repeat, il voyait ça, puis il savait qu'on allait gagner. Puis pourquoi Jordan, il trouvait qu'il avait le droit de faire ça, c'est qu'il avait lui-même passé à travers de nombreuses difficultés dans sa jeune carrière. Avant qu'il se mette à gagner, il se faisait pousser par-ci par-là, il devenait une vedette montante, mais il se faisait niaiser, écœurer, il se faisait pousser. Écoute, c'était le basketball au début des années 90, fin 80, c'était très rude, l'arbitrage était pas comme aujourd'hui. Fait que lui, il s'est dit, comme qu'il a dit dans le documentaire, « I earned that right ». Fait que grâce à ce droit-là, je me suis permis de pousser mes gars. Puis j'ai l'impression que Steve Jobs, c'est un peu la même chose. Il a comme un talent vraiment inné, puis il a mis les efforts, puis il comprend ce qu'il fait. Il a peut-être moins de connaissances que Steve Wozniak dans les ordinateurs, mais il sait plus que quiconque où est-ce que Apple s'en va, où ce qu'il devrait se pencher pour le prochain 5 ans, peut-être 10 ans, puis il fonce vers ça, puis il amène les gens dans son équipe vers ça, il est capable de les convaincre, puis il y a personne d'autre qui a ce don-là dans l'histoire de Steve Jobs, là. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment un personnage unique, frappant, comme Elon Musk puis Michael Jordan. Do you have to be that way? Probably not. There are a lot of successful people who are much kinder, but it's sometimes necessary to be much more brutal and brutally honest, I would say, than people like who win Boss of the Year trophies. Well, as you said, this kind of idea
did also send a signal. This idea of Steve Jobs of A players, it did send a signal to everybody. It was a kind of encouragement to the people that are all in. Mais le génie ne garantit pas le succès, du moins pas toujours. Après l'immense lancement du Macintosh, les ventes commencent à ralentir. L'ordinateur est révolutionnaire, mais aussi très cher et limité par rapport à la concurrence. À l'intérieur d'Apple, les tensions deviennent de plus en plus fortes. Quelques années plus tôt, Steve avait convaincu John Sculley, alors président de Pepsi, de rejoindre Apple avec une phrase légendaire. « Veux-tu vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou veux-tu venir avec moi changer le monde? » Il disait ça au président de Pepsi. Well, here I am. Thank you. We're not selling computers. We're selling what they can do with a computer. A tool for the mind. And that, ladies and gentlemen, is limitless. Because people will never stop believing that they can get more out of something. Whether it be their jobs, their marriage, their money, their lives. That's what you have to do with the Mac. It's the belief in the limitless, the impossible. That no matter what you dream, you can do it. And Mac will help you get there. Au départ, les deux hommes travaillent ensemble, mais leur vision finit par s'opposer complètement. Sculley, concentré sur les finances, souhaite gérer Apple comme une entreprise stable. Jobs veut continuer à prendre des risques, à repousser les limites et à construire les meilleurs produits possibles. Peu importe les coûts, les affrontements deviennent inévitables. En mai 1985, le conseil d'administration doit choisir son camp. Et contre toute attente, il choisit John Sculley. Steve Jobs perd le contrôle de l'équipe Macintosh. Quelques mois plus tard, il quitte Apple, l'entreprise qu'il avait lui-même fondée dans le garage de ses parents. À seulement 30 ans, l'un des entrepreneurs les plus célèbres au monde se retrouve sans entreprise. So the people that can make the company more successful are sales and marketing people. And they end up running the companies. And the product people get driven out of the decision-making forums. And the companies forget what it means to make great products. Sort of the product sensibility and the product genius that brought them to that monopolistic position gets rotted out by people running these companies who have no conception of a good product versus a bad product. Jobs ne perd pas de temps. Il fonde Next. Original comme nom, hein? La simplicité, hostie. L'entreprise ne connaît jamais un énorme succès commercial, mais ses ordinateurs sont incroyablement avancés. Et surtout, leur technologie servira plus tard de fondation au système d'exploitation moderne d'Apple. En parallèle, Jobs achète un petit studio d'animation. Son nom, Pixar. À l'époque, presque personne n'y croit. Puis sort Toy Story, premier long métrage entièrement animé par ordinateur. Le film devient un phénomène mondial. Jobs vient de révolutionner une deuxième industrie. La leçon clé là, de la production de Toy Story, là, c'est avec Woody. Woody, là, dans la première version du film, de la manière qu'il avait écrit le script, c'était un trou de cul. Genre, il niaisait Buzz Lightyear, puis il était comme... C'était pas un gentil compatriote, là. Puis tu sais, oui, au début du film, là, tu vois, Woody, il a un peu de jalousie, parce que là, le nouveau jouet, il arrive, puis là, c'est un peu, là, il vole la vedette, tout. Puis là, Woody, il perd un peu son rôle de genre leader. Puis là, je pense, il me semble, il arrive à s'aider contre un méchant, puis à l'aider ensemble. Mais, fait c'est une leçon que, tant que c'est pas parfait, on recommence, puis on recule d'une étape. Steve Jobs, il était vraiment bon pour ça.
tant que c'était pas parfait, tant que c'était pas selon les standards de ce qu'il était capable d'accomplir, on repoussait le lancement, on retravaillait à partir de n'importe quelle étape qu'il fallait recommencer. Genre, si c'était du début, on recommence du début. Si c'est ça, puis ça, puis ça, on recommence ces parties-là. Il était vraiment patient, puis juste, il était en amour avec la perfection. Puis c'est ça qui l'a démarqué au bout du compte. Parce que Toy Story, ça a marché en tabarouette. I met Ed Catmull, who was running the computer division of Lucasfilm in 1985, and Ed showed me what they were doing, and he shared with me his dream about making the first computer animated feature film. And I bought into that dream both financially and spiritually, and it took us 10 years to do that, but we did it. Puis là, il y a comme une grande rivalité avec Disney qui s'est formée là, entre Pixar et Disney, parce que Colin, genre Disney faisait pas vraiment des bonnes œuvres, là. Il y avait un peu la technologie que Pixar utilisait, là, animating computing, mais ils faisaient pas des bons films avec ça, je pense. Mais Pixar, eux autres, ils checkent tous les films, là. Toy Story, Vie de bestiole, Toy Story 2, Monsters Inc., Nemo, Les Incroyables, Flash McQueen, Ratatouille, Wall-E. Je viens-tu de nommer mon enfance, un peu, ouais. Puis c'est incroyable parce qu'au début, là, dans la production, surtout de Toy Story, puis mettons les 2-3 premiers films, non, surtout Toy Story, moi, Steve Jobs, il avait de l'argent, puis il mettait son argent dans le projet. Il perdait de l'argent dans la production, les salaires, la technologie, les dessins à l'ordinateur. Lui, il recrachait de l'argent, million après million. Je pense qu'il a acheté genre au moins 50 millions là, dans le premier Toy Story. Puis ça l'a payé. L'IPO de Pixar s'est passé une semaine après l'arrivée de Toy Story au cinéma et ça a été le plus gros de l'année. Le trading devait être délayé car il y avait trop d'acheteurs. À la fin de la journée, Steve avait ses parts de 80% qui valaient 1,2 milliard de dollars, environ 5 fois ce qu'il avait fait avec l'IPO d'Apple en 1980. Oh! Pendant ce temps, Apple va de plus en plus mal. L'entreprise perd sa vision. Les produits se multiplient sans cohérence. Les ventes diminuent. Là, on va y aller avec les mots tels quels de Jobs, ok? Sculley a détruit Apple en amenant du monde corrompu et des valeurs corrompues. Ils voulaient faire de l'argent, pour eux principalement, au lieu de vouloir créer de grands produits. Apple was a sitting duck for Microsoft. Despite his success with Pixar, Jobs didn't forget about his other company, Next. He was looking at an unlikely partnership. His old company, Apple, on its second CEO after Sculley, and plagued by financial losses. Steve Jobs got back into talks with Apple, a company he had been away from for more than a decade. So Apple and Next did a deal for $400 million to buy Next software. Steve Jobs went back to Apple after 11 years, at first as an advisor, but his role grew when it lost its CEO. Almost immediately, Steve Jobs filled the void, filled the power vacuum, and essentially took control of the company. So please join with me now and welcome from Apple Computer, Steve Jobs. I'm the chairman and CEO of a company called Pixar, and thank you. And I, like a lot of other people, are pulling together to help Apple get healthy again, and I am extraordinarily confident that that is going to happen. Apple is executing wonderfully on many of the wrong things. The ability of the organization to execute is really high, though. I mean, I've met some extraordinary people at Apple. There's a lot of great people at Apple. They're doing some of the wrong things because the plan has been wrong. And lastly, what I found is rather than anarchy, I found people that can't wait to fall into line behind a good strategy. There just hasn't been one. So
So a lot of times we try to focus on ourselves, re-engineer ourselves internally, and we forgot sometimes who pays the bills. It's the customer out there pays the bills. You know, one of the things that bothered me years ago was when they raised prices. I thought that was it made me think that Apple didn't understand the outside world. I think Apple needs to worry less about competing with Microsoft and worry more about doing things that are different. That's back to innovation. It's back to creativity. It's back to vision. No one's really going to believe Apple can be successful until we get the revenues and the costs back in line, and that means we got to start growing the revenues again. Companies have to look at everything they're doing and determine, you know, what are core competencies, what are the core parts of the business. In a sense, Apple is trying to do too many different things. We need to focus on a handful of things and do them really, really well. Well, the confidence has to start with a clear vision. What are we trying to accomplish? What are we trying to do? You take that vision down to a strategy. People have to look at it and say, yes, they can do that. When a company lacks the energy, you can't do anything to the company. So I think with Steve and the new board members, first thing we need to do is inject tremendous amount of new energy, new thoughts. Apple has very strong positions in two market segments, first education and secondly creative content. You know, Apple's the only lifestyle brand in the computer industry. It's the only company that people feel passionate about. You know, my company, Oracle, it's a huge company. IBM's a huge company. Microsoft's a huge company. But no one has incredible emotions associated with our companies. Only Apple is really a lifestyle brand. I probably own every single machine that Apple had ever produced, and I can tell you, no one can change me in terms of personally what machine I will use. It's gotta be a Mac. It's like 80% of the computers used in advertising and graphic arts, design, pre-press, all Macintoshes. And 64% is the best number I could find. 64% of all internet websites are created using a Mac. It's amazing. As you know, Apple's greatest core asset is you all. It's the group of 20 to 25 million active users that believe that Apple products and Macintosh is still the best in the world. I don't think we've been doing a good enough job taking care of you. Have you called I've called the support lines myself. I've gotten very acquainted with the hold signal. And so I think we're going to see some changes there soon. Now, I'd like to talk about meaningful partners. Apple lives in an ecosystem, and it needs help from other partners. It needs to help other partners. And relationships that are destructive don't help anybody in this industry as it is today. So during the last several weeks, we have looked at some of the relationships, and one has stood out as a relationship that hasn't been going so well, but had the potential, I think, to be great for both companies. And I'd like to announce one of our first partnerships today, a very, very meaningful one, and that is one with Microsoft. Some of the most exciting work that I've done in my career has been the work that I've done with Steve on the Macintosh. Whether it's the first introduction or doing products like Mac Excel, these have been major milestones. And it's very exciting to renew our commitment to the Macintosh. And I think you still have to think differently to buy an Apple computer. And I think the people that do buy them do think differently, and they are the creative spirits in this world. They are the people that are not just out to get a job done, they're out to change the world. And they're out to change the world using whatever great tools they can get. And we make tools for those kinds of people. So hopefully what you've seen here today are some beginning steps that give you some confidence that we too are going to think differently and serve the people
that have been buying our products since the beginning. Because a lot of times people think they're crazy, but in that craziness we see genius, and those are the people we're making tools for. Thank you very much. Son premier geste est radical. Il coupe la majorité des produits. Il simplifie toute la gamme. Puis arrive le iMac, le iPod, l'iTunes Store, l'iPhone, l'App Store, l'iPad. En une dizaine d'années, Apple redéfinit la musique, le téléphone, les ordinateurs et même les tablettes. Très peu de dirigeants dans l'histoire ont transformé autant d'industries différentes. Now, first of all, the hot products that Steve Jobs really got behind, inspired, focused on, and produced, like the iPod and the iPhone and the iPad, those kind of breakthroughs don't happen every year. So I give Apple some time to come up with something so new and major that's out there. It's hard to think, you know, of what categories are left. How much time do we give them? How much time do we give them? You know, I'm glad I'm not a businessman. I'm a technologist. You know, it's very. But I appreciate the difficulty that business people have in bringing products to the market. That it takes a lot of time, and to build a market. And you know, there's two categories. One is, the prolongation of the iPhone. Where does it go from here? What are the new steps? How could an iPhone look different, act different, be different, have different user interfaces? Are there different input and output methodologies that will come along? Jobs, là, il a déjà quoté Wayne Gretzky, OK? Skate where the puck is going, not where it's been. Puis ça encapsule vraiment là, ses innovations, son idéologie. Lui, il a la quote de Henry Ford engrainée dans la tête. Henry Ford il a dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. » Parce qu'Henry Ford, là, c'est lui, on l'étudie en management là, parce que genre c'est lui qui a inventé là, le travail à la chaîne pour former des voitures plus rapidement. C'est lui qui a permis aussi de démocratiser la voiture, d'en créer une, mais de la rendre aussi pas chère pour que les gens... de plus en plus de monde utilise la voiture au lieu de se promener à cheval. Fait que lui, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Hostie, ça encapsule l'idée que les plus grands innovateurs, ils vont pas faire une recherche marketing, sonder les gens sur « Hey, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous voulez? » Non, ils vont utiliser leur vision pour comprendre où c'est que le monde s'en va, c'est quoi les nouvelles technologies à nos dispositions ou qu'on pourrait créer pour amener des produits révolutionnaires qui vont améliorer la vie des gens. Ça, c'est les plus grands innovateurs du monde. C'est ça leur thinking. Wow! Puis aussi, pour résumer l'attention aux détails de Steve Jobs, là, un moment donné, ils sont allés visiter une usine de Jelly Bean pour comprendre comment ils faisaient la couleur transparente. Puis eux autres, ils allaient utiliser cette façon de faire-là pour le iMac. Parce qu'au début, je pense qu'il y avait des couleurs un peu genre flashy. Là. Fait que c'est capoté. Là. Ouais, puis pour le iPod et l'iTunes Store, okay, le iPod first, il voulait que tout soit blanc. Autant les petits écouteurs avec un fil que le iPod parce que ça allait frapper, puis il avait raison parce que le blanc pur là, de l'appareil puis des écouteurs, ça l'a fait sortir du lot, c'était élégant, c'était vraiment épuré, c'était quelque chose là, que tu voulais quand tu le regardais. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'il appelait les artistes en personne. Pourquoi les autres compagnies, Sony, Microsoft, ils étaient pas capables de faire ça? C'est qu'ils n'ont pas parlé comme Steve Jobs a parlé aux gens. Là. Hey, Steve Jobs, il a parlé avec Dr. Dre, Bono, Mick Jagger, puis Dylan. Il a même fait une rencontre avec tous eux en même temps. Puis il leur a parlé de son projet du iPod. Puis Dr. Dre, il a genre dit mot pour mot. Asti, lui, il a compris. C'est malade, là. Tu vois que Steve Jobs, c'était genre quand il travaillait chez Pixar, il s'occupait justement de faire des deals, de jaser avec le monde tout, parce que c'était vraiment une de ses forces, de rassembler le monde à sa vision, puis de les convaincre. Ouais. Puis comme il dit, là, genre, on a gagné contre Microsoft puis Sony parce qu'on aimait personnellement la musique. That's it.
Aussi, Steve Jobs il avait l'idée de tout le temps mettre ensemble les ingénieurs et les designers, que c'est important qu'ils ne soient pas séparés parce que bien souvent, c'est deux départements différents puis il manque de communication. Si tu les mets ensemble, tu t'assures que la fonction et la beauté travaillent ensemble parce que les caractéristiques, c'est pas les mêmes choses, là, mais il faut qu'ils travaillent ensemble parce qu'au final, les deux équipes forment le même produit. Fait que pour que ça soit en cohésion, ben, il faut que tu les mettes ensemble. Puis Elon Musk, c'est ça qu'il a appliqué avec les Tesla Factories. Là. Genre, il s'assurait que les ingénieurs, les designers travaillent ensemble pour réduire les problèmes. Là. Que les ingénieurs, ils disent, OK, ça devrait être là pour la fonctionnalité, puis ils devraient avoir ça. Mais là, les designers sont comme, hey, wow, mais là, c'est parce que le client, lui, quand il va avoir ça, il saura pas quoi faire. Il y a des affaires de même. Fait que de mettre ça, ingénieur, designer, travail d'équipe. Aussi, Steve Jobs, il avait pas peur de la cannibalisation. Tu sais, en ayant plusieurs produits, là, genre le iPod, l'iPhone, l'iPad, il se dit, moi j'aime mieux qu'on se cannibalise nous autres mêmes, parce que sinon, quelqu'un d'autre va le faire. Quelqu'un d'autre va nous voler des parts de marché. Puis, crème, ça, c'est pas tant de la cannibalisation, parce que moi, aujourd'hui, écoute, j'ai un iPad, un iPhone, Apple Watch, 2 téléphones, un iMac, tu sais, j'ai quasiment chacun des appareils, puis je les utilise tous, ils ont chacun leur fonctionnalité. Fait que, en tout cas, c'est ça. Après ça, les Apple Store, ok, c'était révolutionnaire. Au début, les gens, il y a des journalistes qui disaient hey, ça va être un flop, tu peux pas révolutionner les magasins, voyons donc. Puis Steve Jobs il a passé du temps à aller checker le spot parfait. Je pense que le premier, c'était-tu à New York? Je pense que, ouais, New York, me semble. Puis là, c'était un spot parfait. Puis, tu sais, les grandes vitrines, le signe Apple, en dedans, c'est spacieux, simplicité, genre zen. Il n'y a pas de choses inutiles là, qui traînent dans tes jambes. Il y a juste, genre, les produits sur des tablettes. Puis, c'est simple, tu marches là-dedans, tu t'enfarges dans rien. Puis, ça a révolutionné l'idée que un magasin, ça change vraiment l'image de marque. Genre, un magasin, c'est la marque de ton magasin. Genre, c'est devenu ça pour Apple. Fait qu'il a changé là, vraiment juste le commerce de détail un peu, là, dans le sens que c'est ça, l'importance d'un magasin. C'est fou, là! Mais ça s'est pas fait de même, hein, tu sais. Comme j'ai dit, il a travaillé encore et encore avec des architectes, puis genre, il a fait des plans, puis tout. Puis avec ses partenaires d'affaires, il est allé souvent sur le terrain, puis ils ont checké les plans encore et encore. Fait que c'est un mix d'intuition, de talent inné, mais aussi d'effort, de mettre les répétitions, puis de savoir qu'est-ce qui va nous démarquer. Là. Mais vraiment de l'intuition, je me rends compte. Là. Ouf. Et aussi, ok, Steve Jobs adore avoir la responsabilité entière pour l'expérience client. Puis ça, c'est un grand débat dans le domaine de la technologie. T'es soit ouvert, soit t'es fermé. Tu sais, comme Microsoft, eux autres faisaient juste un logiciel, mettons, Windows, puis ils vendaient ça aux compagnies d'ordinateurs, puis tout tata. Mais Steve Jobs, il haïssait ça, faire ça, parce que quand il se rendait compte que, oh my god, genre, tu sais, mettons, eux autres, ils ont fait leur propre iOS pour leurs propres ordinateurs parce qu'ils voulaient contrôler tout ce que le client allait ressentir versus si tu vends iOS à telle autre compagnie d'ordinateurs, mais que cette compagnie-là, ils font des ordinateurs pourris selon Jobs, puis que Jobs il est pas content, mais ça le fait vraiment chier. Il se dit, moi j'aime mieux faire la job de A à Z pour m'assurer que ça soit de qualité parfaite à notre nom, à nous autres, que de juste vendre telle composante à telle compagnie, puis que là, ça soit tout divisé, ça soit dans l'embarras pour tout le monde. Lui, il a mieux, là, vraiment l'intégration verticale. Puis comme Bill Gates a dit, là, c'est que fermé, qui est dans le fond le style priorisé par Steve Jobs, ça marche quand Steve dirige. Ce qui résume que c'est vraiment difficile à accomplir de tout contrôler comme ça. Mais Elon Musk est un peu comme ça aussi, mais lui aussi c'est un génie. Donc, tu sais, c'est touché. Mais je pense qu'on peut beaucoup apprendre de ce mode de pensée-là. Intégration verticale, essayer de contrôler de A à Z pour que ça soit à ton image selon tes standards, pour que tu t'assures que les clients ils adorent ça de A à Z. Aussi, des meetings sans PowerPoint parce qu'ils voulaient que les gens aient une conversation entre eux. Tu sais, des fois, c'est vrai, là, juste dans les exposés oraux au secondaire.
que là, on est parti au parc centre. Ça, il n'est pas dessiné, fait que mettons, il est là. Il est loin. Ouais, c'est ça, il y a un bon bout de la marche. Là. Fait que là, on arrive là. Là, super belle place. T'sais, il est à peu près 10 heures, fait qu'il fait noir, il y a juste des lumières dans les rues. Fait que ça veut dire que. Qu'est-ce qui est cool du parc centre? Mettons, ça, c'est le parc. Il va y avoir une rangée de maisons ici, une rangée de maisons là. Et quand tu sonnes et tu viens te cacher ici, il n'y a personne qui te voit. Donc, c'est le spot idéal pour faire ce qu'on a fait, des sons d'écrire. Tu le sais tout de suite quand la personne elle connaît son PowerPoint puis qu'elle sait tout de suite qu'est-ce qu'il y a sur la prochaine diapositive versus quelqu'un qui se met juste à lire. C'est vraiment plus plate quand quelqu'un lit, quand quelqu'un check la diapo puis les gars, ok, puis là il recrache ça à la classe, c'est pourri. Quelqu'un qui connaît par cœur ce qu'il fait parce qu'il aime ça, il a appris ça. C'est bien plus intéressant, puis ça faisait des conversations beaucoup plus utiles là, chez Apple. Puis aussi, il n'y avait pas de division semi-autonome. Jobs, dans le fond, il contrôlait tout, puis il s'assurait que le monde travaille comme une compagnie cohésive et flexible. Il y avait juste un seul compte de profit et de dépenses, là, de profit et de profits and losses, fait que de revenus et dépenses. Genre, c'est pas chaque département qui a ses revenus et dépenses, c'est toute la compagnie. Fait que comme ça, tout le monde est comme un peu imputable, là, genre, hey, nous autres, on est très reliés à eux autres, puis si on dépasse les coûts, eux autres aussi dépassent les coûts, puis on veut pas ça, fait que tout le monde travaille en équipe. Aussi, dans les discussions là, entre partenaires là, chez Apple, là, dans les meetings ou juste dans le travail de tous les jours, il veut que les gens se challenge. Hein, parce que si tu as une critique à faire, fais-la, puis sois franc. Ça va accélérer la qualité du travail, puis on fera pas de la bullshit. Fait vraiment challenger. Puis Steve Jobs, il aime ça se faire challenger. Pourquoi? Parce que c'est les meilleures idées qui doivent gagner. Faut pas que tu sois gêné. Faut pas que tu restes dans ton trou. Quand tu t'affirmes puis que tu challenges une idée de Steve Jobs, sur le coup, il va peut-être avoir une face qui sera pas content, mais il va revenir une couple de minutes plus tard, une couple d'heures plus tard, une couple de journées plus tard, puis dire, il dira pas t'avais raison, là, ça le dit dans le livre, il dira pas hey, t'avais raison. Il va dire ok, j'ai changé d'idée, on va faire ça, puis finalement c'est ton idée qui a pris. Pourquoi? Parce que tu t'es assumé, t'as essayé, t'as eu le courage de la lancer. Parce que tu es en amour avec ton travail puis que tu es doué puis intelligent, là, c'est sûr que ces détails-là qui comptent aussi. And I'm also one of these people that I don't really care about being right, you know. I just care about success. So you'll find a lot of people that will tell you that I had a very strong opinion and they presented evidence to the contrary, and 5 minutes later I completely changed my mind. Because I'm like that. I don't mind being wrong. And I'll admit that I'm wrong a lot. It doesn't really matter to me too much. What matters to me is that we do the right thing. Puis aussi, c'est ça, Apple est plus important que le boss. Hein? Tu travailles pas pour ton boss, tu travailles pour Apple. C'est quoi le meilleur pour Apple? Fait que ça, c'est une philosophie qui permet de challenger ce que ton manager dit. Moi, j'ai une expérience au magasin que je parlerai pas, là, mais que le manager a pas tout le temps raison. Des fois, il respecte pas lui-même l'ADN de ce que la compagnie devrait faire. Toi, tu dois respecter ce que la compagnie devrait faire pour satisfaire et vraiment surpasser les attentes des consommateurs. Et surtout, suivre son intuition. Vraiment important. Puis là, la fin du livre, c'est vraiment, ça parle de cancer parce que Steve Jobs, il a attrapé un cancer vers le début des années 2000. Puis là, il s'est guéri. Au début, il voulait pas faire de chimiothérapie, mais là, un moment donné, il était obligé. Puis là, un moment donné, il a fait son speech là, à Stanford avec vraiment plein de leçons. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life,
And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Puis tu sais, il dit genre j'espère que je vais être ici encore des décennies à venir, mais finalement genre une couple d'années plus tard il était décédé. Puis tu sais je le sais pas, mais tu sais c'était un cancer du pancréas dans l'estomac ça. Fait que tu sais c'était peut-être relié à ses diètes qui étaient pas bonnes. Tu sais, de juste manger des carottes ou juste des pommes pendant plusieurs jours. Il y a peut-être ça, mais il disait lui aussi que l'année d'après lui, selon lui, qui a causé ça, c'est quand il est revenu chez Apple puis qu'il était autant CEO de Pixar et de Apple. Ça l'a tellement stressé de vivre ces deux vies-là. Il faisait juste travailler. Puis ces deux postes de compagnie crème, tu sais, flabbergastante. Fait que c'est sûr que c'était une position difficile à être. Mais lui, il a assumé le challenge, mais quand il a checké une couple d'années plus tard, il pense que c'est cette année-là, là, je pense 1997 ou un peu après, qui a peut-être créé le cancer. Donc, il s'est éteint en 2011, novembre, je pense. Puis c'est vraiment les dernières pages du livre, là, il mérite d'être vécu. Il y a comme eu une dernière rencontre avec Bill Gates, puis là, ils ont jasé. Tu sais, c'était comme des frenemies, un peu, des amis puis des ennemis. Puis là, ils ont jasé de leur famille, puis de laisser un héritage derrière eux, puis c'était vraiment wow là, ce qu'ils se sont dit là. Il y a pas tous les détails dans le livre là, mais on parle de la rencontre un peu puis tout. You know, I think of most things in life as either a Bob Dylan or a Beatles song, but there's that one line in that one Beatles song, "You and I have memories longer than the road that stretches out ahead," and that's clearly true here. Well, you know what? I think we should end it there. Let's just end it there. I'm gonna have a little tear right here. Donc Steve Jobs, ok, là, il en a changé des domaines, ok. L'ordinateur personnel avec le Mac, les films digitales avec Pixar et Toy Story, le rôle d'un magasin pour une marque avec les Apple Stores. L'iPod a changé la façon de consommer de la musique et l'iTunes Store a sauvé l'industrie. Le iPhone a changé tout, là, avec l'écran tactile. Ça, dans le fond, c'était une petite compagnie qui avait développé ça. Puis là, quand Steve, il pensait au iPhone, pis ce que ça devrait être, un genre d'objet tout en un, il était genre, hostie, on a besoin de ça. Le pavé tactile, là, c'est intuitif, c'est facile à utiliser. Ça va changer la game. Fait qu'ils ont acheté la compagnie, ils l'ont intégré à Apple, se sont mis à produire des iPhones. Puis là, ils ont développé aussi un nouveau type de verre qui allait pouvoir avoir tes doigts dessus puis qu'ils comprennent ce que tes doigts font sur le pavé tactile. Fait qu'il fallait qu'ils créent un nouveau type de verre, ce qu'ils ont fait quelques mois avant le lancement juste là. Fait que c'était comme pile poil. Fait que ça aussi c'est un autre exemple de sentiment d'urgence puis que let's go, on le fait puis prise de risque puis let's fucking go. Ouais. Puis après ça l'iPad l'App Store a créé une nouvelle industrie de création de contenu. Hein. Il y a tellement d'applications là-dessus que tu peux passer toute ta vie sur des applications là-dessus. L'iPad a créé le besoin d'une tablette dans la vie des gens. Ouais. Puis iCloud pour faire le lien entre tous nos appareils et notre vie. Hein. Tout peut être enregistré dans le nuage en ligne. Fait que c'est ça. Il en a changé des affaires. Était-il intelligent? Non.
Pas exceptionnellement, il était plutôt un génie. Il était un exemple craché de ce que le mathématicien Mark Kac appelait un génie magicien. Quelqu'un dont les visions proviennent de nulle part et requiert de l'intuition plus que du pouvoir mental. Il pouvait absorber l'information, sentir le vent tourner et savoir ce qui s'en venait. Steve Jobs, lui, il voulait qu'Apple reste une compagnie ancrée dans le courage et l'innovation. Une entreprise qui servira les générations futures comme Hewlett-Packard, donc HP, et Disney ont tant réussi à faire. Ils voulaient ça, ils souhaitaient ça pour Apple. L'honnêteté doit primer. Être franc et direct, ça accélère le travail. Cut to the shit, cut to the chase. Dis les vraies affaires. C'est ça qui permet de faire des vraies affaires. Encore une fois, dans les mots de Jobs, j'étais dur sur les gens parfois. Je me rappelle quand Reed, qui est son garçon, quand Reed avait 6 ans, je revenais à la job et je venais de virer un employé. Je m'imaginais ce que ça devait être de revenir chez soi et d'annoncer à ta famille que tu n'avais plus de travail. Mais quelqu'un doit le faire. Je me suis toujours dit que c'était mon travail de m'assurer que l'équipe reste excellente. Et si je ne le faisais pas, personne n'allait le faire. We wanted people that were insanely great at what they did, but we're not necessarily those seasoned professionals, but who had at the tips of their fingers and in their passion the latest understanding of where technology was and what we could do with that technology, and who wanted to bring that to lots of people. So the neatest thing that happens is when you get a core group of 10 great people, it becomes self-policing as to who they let into that group. So I consider the most important job of someone like myself is recruiting. Ça revient à « leadership has a cost », comme Michael Jordan disait. Et ce qui l'a motivé le plus là, à travers sa vie, c'est redonner à la société. Utiliser nos talents pour montrer l'appréciation qu'on a pour toutes les contributions passées et ajouter quelque chose à ce flot. Donc sur ce, ok, j'espère que la vidéo vous a énergisé, esti. Crime, quand j'ai lu ça, là, j'étais comme, aïe, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, comme quand j'avais lu Elon Musk par Walter Isaacson. C'est vraiment tellement d'idées que je compte appliquer dans ma vie, autant si j'ai un projet de business que juste dans mon développement personnel. Tellement d'idées, fait que c'est sûr moi-même je vais réécouter ma vidéo une fois de temps en temps parce que ça fait des rappels de genre ouais, genre prends des risques, puis comme focus sur la qualité, la simplicité, puis genre vraiment il y a tellement de leçons là, tu sais, juste pour les meetings entre les gens puis tout, puis aussi tu sais les yeux de Steve Jobs là, genre regarde des personnes dans les yeux puis essaye de cligner le moins possible, puis il cligne genre check à côté comme, puis après ça revient puis concentre-toi, puis juste être passionné par ce que tu fais. Son speech à Stanford là, il dit stay hungry, stay foolish, fait que aie faim puis reste un enfant, comme Picasso disait, genre tout le monde est un enfant, mais genre c'est pas tout le monde qui arrive à rester un enfant toute la vie. Tu sais, des fois, genre le marché du travail ou le fait de devenir un adulte, ça fait que faut que tu vieillisses pis tout, puis on perd un peu de toutes nos qualités d'enfant, mais si t'es capable de mixer ça avec le rôle d'être un adulte, c'est comme... c'est genre parfait, là. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, qui est plus longue que d'habitude, là, un peu style documentaire. Mais si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, Colin, il y a d'autres grands génies. Un autre de cette catégorie-là, c'est pas mal Steve Jobs, mais j'ai ma série Leçons de personnages, de la fiction, Leçons de la fiction, qui est pour les films. Puis Leçons de grands personnages, qui est pour des personnes comme Steve Jobs, ou il y a Patrick Roy, Sidney Crosby, McDavid, des joueurs de hockey ou des acteurs aussi. Donc il y en a pour tous les goûts. Mes goûts surtout. Tout le temps mes goûts. Hein. Je fais des vidéos pour moi d'abord. Ciao, ciao. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.